prescrite aux génies les plus étendus. Et disons que le génie le moins borné, c'est le génie dont les limites sont moins resserrées que celles des autres. Celui-là est le meilleur, qui est limité par les contraintes les plus ténues. Or, rien n'est plus propre à faire apercevoir les bornes du génie d'un artisan que des ouvrages d'un genre dans lequel il n'est point né pour réussir. L'émulation et l'étude ne sauraient donner à un génie la force de franchir les limites que la nature a prescrites à son activité. Le travail peut bien le perfectionner, mais je doute qu'il puisse lui donner réellement plus d'étendue qu'il en a. L'étendue que le travail semble donner au génie n'est qu'une étendue apparente. L'art enseigne à cacher leurs bornes, mais il ne les recule pas. Il arrive donc aux hommes dans toutes les professions ce qui leur arrive dans la science des jeux. Un homme parvenu dans un certain jeu au point d'habileté dont il est capable n'avance plus, et les leçons des meilleurs maîtres, ni la pratique même du jeu continuée durant des années entières, ne peuvent plus le perfectionner davantage. Ainsi, le travail et l'expérience font bien faire aux peintres comme aux poètes des ouvrages plus corrects, mais il ne saurait leur en faire produire de plus sublimes. Il ne saurait leur faire enfanter des ouvrages d'un caractère élevé au-dessus de leur portée naturelle. Un génie à qui la nature ne donna que des ailes de tourterelle n'apprendra jamais à s'élever d'un vol d'aigle. Comme le dit Montaigne, on n'acquiert guère en étudiant les ouvrages des autres le talent qu'ils avaient pour l'invention. L'imitation du parler suit incontinent. L'imitation de juger et de l'inventer ne va pas si vite. La force et les nerfs ne s'empruntent point. Les atours et le manteau s'empruntent. Les leçons d'un maître de musique habile développent nos organes et nous apprennent à chanter méthodiquement, mais ces leçons ne peuvent changer que très peu de choses dans le son et dans l'étendue de notre voix naturelle, quoiqu'elle la fasse paraître plus douce et tant soit peu étendue. Or, ce qui fait la différence des esprits tant que l'âme demeure unie avec le corps n'est pas moins réel que ce qui fait la différence des voix et des visages. Tous les philosophes, de quelque secte qu'ils soient, tombent d'accord que le caractère des esprits vient de la conformation de ceux des organes du cerveau qui servent à l'âme spirituelle à faire ses fonctions. Or, il ne dépend pas plus de vous de changer la conformation ni la configuration des organes du cerveau qu'il dépend de nous de changer la conformation et la configuration des muscles et des cartilages de notre visage et de notre gosier. S'il arrive quelque altération physique dans ces organes, elle n'y est pas produite par un effort de notre volonté, mais par un changement physique qui survient dans notre constitution. Ces organes ne s'altèrent que comme les autres parties de notre corps viennent à s'altérer. Les esprits ne deviennent donc semblables à force de se regarder les uns les autres que comme les voix et les visages peuvent devenir semblables. L'art n'augmente l'étendue physique de notre voix, il n'augmente notre génie qu'autant que l'exercice dans lequel consiste la pratique de l'art peut changer réellement quelque chose dans la configuration et dans la conformation de nos organes. Ce que cet exercice y peut changer est bien peu de choses. L'art ne supprime pas plus les défauts d'organisation qu'il apprend à cacher, qu'il augmente l'étendue naturelle des talents physiques que ces leçons perfectionnent. Des plagiaires, en quoi ils diffèrent de ceux qui mettent leur étude à profit? Mais, me dira-t-on, un artisan ne peut-il suppléer au peu d'élévation et à la stérilité de son génie en transplantant dans ses ouvrages les beautés qui sont dans les ouvrages des grands maîtres? Les conseils de ses amis ne peuvent-ils pas l'élever où les forces de son génie n'auraient pu le porter? Je réponds quant au premier point qu'il fut toujours permis de s'aider de l'esprit des autres pourvu qu'on ne le fasse point en plagiaire. Ce qui constitue le plagiaire, c'est de donner l'ouvrage d'autrui comme son propre ouvrage. C'est de donner comme étant de nous des vers entiers que nous n'avons eu aucune peine ni aucun mérite à transplanter d'un poème étranger dans le nôtre. Je dis que nous avons transplanté sans peine dans notre ouvrage, car lorsque nous prenons les vers dans un poète qui a pour composer dans une langue autre que la langue dans laquelle nous écrivons, nous ne faisons pas un plagiat. Le vers devient nôtre en quelque façon à cause que l'expression nouvelle que nous avons prêtée à la pensée d'autrui nous appartient. Il y a du mérite à faire un pareil larcin, parce qu'on ne saurait le faire bien sans peine et sans avoir du moins le talent de l'expression. Il faut autant d'industrie pour y réussir qu'il en fallait à Lacédémone pour faire un larcin en galant homme. Trouver en sa langue les noms propres et les expressions équivalentes à celles dont se sert l'auteur ancien ou moderne qu'on traduit. Savoir leur donner le tour nécessaire pour qu'elles fassent sentir l'énergie de la pensée
et qu'elle présente la même image que l'original, ce n'est point la besogne d'un écolier. Ces pensées transplantées dans une langue, dans une autre, ne peuvent réussir qu'entre les mains de ceux qui, du moins, ont le don de l'invention des termes. Ainsi, lorsqu'elles réussissent, la moitié de leur beauté appartient à celui qui les a remises en œuvre. On ne diminue donc guère le mérite de Virgile en faisant voir qu'il avait emprunté d'Homère une infinité de choses. Fulvius Ursinus aurait pris une peine fort inutile s'il avait recueilli tous les endroits que le poète latin a imités du poète grec, que pour diminuer la réputation du poète latin. Virgile sait pour ainsi dire acquis à bon titre la propriété de toutes les idées qu'il a prises dans Homère. Elles lui appartiennent en latin à cause du tour élégant et de la précision avec laquelle il les a rendues en sa langue, et à cause de l'art avec lequel il enchâsse ces différents morceaux dans le bâtiment régulier dont il est l'architecte. Ceux qui se seraient flattés de diminuer la réputation de Despréaux en faisant imprimer par forme de commentaires mis au bas du texte de ses ouvrages les vers d'Horace et de Juvénal, qu'il a enchâssés dans les siens, se seraient bien abusés. Les vers des anciens que ce poète a tournés en français avec tant d'adresse et qu'il a si bien rendu une partie homogène de l'ouvrage, où il les insère que tout paraît pensé de suite par une même personne, sont autant d'honneur à Despréaux que les vers qui sont sortis tout neufs. Le tour original qu'il donne à ces traductions, la hardiesse de ces expressions, aussi peu contraintes que si elles étaient nées avec sa pensée, montre presque autant d'invention qu'en montre la production d'une pensée toute nouvelle. Sont autant d'honneur à Despréaux que les vers qui sont sortis tout neufs de sa veine. Voilà ce qui fit dire à la Bruyère que Despréaux paraissait créer les pensées d'autrui. C'est même donner une grâce à ces ouvrages que de les orner de fragments antiques, des vers d'Horace et de Virgile bien traduits et mis en œuvre à propos dans un poème français font le même effet que les statues antiques font dans la galerie de Versailles. Les lecteurs retrouvent avec plaisir, sous une nouvelle forme, la pensée qui leur plut autrefois en latin. Ils sont bien aises d'avoir l'occasion de réciter les vers du poète ancien pour les comparer avec les vers de l'imitateur moderne, qui a voulu lutter contre son original. Il n'y a rien de si petit dont l'amour propre ne fasse cas quand il flatte notre vanité. Aussi les auteurs les plus vantés pour la fécondité de leur génie n'ont-ils pas dédaigné d'ajouter quelquefois cette espèce d'agrément à leurs ouvrages? Était-ce la stérilité d'imagination qui contraignait Corneille et La Fontaine d'emprunter tant de choses des anciens? Molière a fait souvent la même chose et, riche de son propre fond, il n'a pas laissé de traduire 10 vers d'Ovide de suite dans le second acte du Misanthrope. On peut céder des ouvrages des poètes qui ont écrit en des langues vivantes, comme on peut céder de ceux des Grecs et des Romains. Mais je crois que lorsqu'on se sert des ouvrages des poètes modernes, il faut leur faire honneur de leur bien, surtout si l'on en fait beaucoup d'usage. Je n'approuve point, par exemple, que La Fosse ait pris l'intrigue, les caractères et les principaux incidents de la tragédie de Manlius, dans la tragédie anglaise de Otway, intitulée Venise préservée, sans citer l'ouvrage dont il avait tant profité. Tout ce que l'on peut alléguer pour la défense de La Fosse, c'est qu'il n'a fait qu'user de représailles en qualité de français, parce que Otway avait pris lui-même dans l'histoire de la conjuration de Venise, par l'abbé de Saint-Réal, le sujet, les caractères principaux et les plus beaux endroits de sa pièce. Si La Fosse a pris à Otway quelque chose que l'anglais n'eût pas emprunté de l'abbé de Saint-Réal, comme l'épisode du mariage Servius et la catastrophe, c'est que celui qui reprend son vaisseau enlevé par l'ennemi est censé être le maître de la marchandise que l'ennemi peut avoir ajoutée à la charge de ce vaisseau. Comme les peintres parlent tous, pour ainsi dire, la même langue, ils ne peuvent pas employer les traits célèbres dont un autre peintre s'est déjà servi lorsque les ouvrages de ce peintre subsistent encore. Le Poussin a pu se servir de l'idée du peintre grec qui avait représenté Agamemnon, la tête voilée au sacrifice d'Iphigénie, pour mieux donner à comprendre l'excès de la douleur du père de la victime. Le Poussin a pu se servir de ce trait pour exprimer la même chose en représentant Agrippine qui se cache le visage avec les mains dans le tableau de la mort de Germanicus. Le tableau du peintre grec ne subsistait plus quand le peintre français fit le sien. Mais le Poussin aurait été blâmé d'avoir volé ce trait si ce fut trouvé dans un tableau ou de Raphaël ou du Carache.
Comme il n'y a point de mérite à dérober une tête à Raphaël ou une figure aux dominicains, comme le larcin se fait sans grand travail, il est défendu sous peine du mépris public. Mais comme il faut du talent et du travail pour animer le marbre d'une figure antique et pour faire d'une statue un personnage vivant et qui concourt à une action avec d'autres personnages, on est loué de l'avoir fait. Qu'un peintre se serve donc de l'Apollon du Belvédère pour représenter Persée ou quelque autre héros de l'âge de Persée, pourvu qu'il anime cette statue et qu'il ne se contente pas de la dessiner correctement pour la placer dans un tableau tel qu'elle est dans sa niche. Que les peintres donnent donc la vie à ces statues avant que de les faire agir. Voilà ce qu'a fait Raphaël, qui semble nous vous promettre d'avoir dérobé le feu céleste pour les animer. Je renvoie ceux qui voudraient avoir des éclaircissements sur cette matière à l'écrit latin de Rubens touchant l'imitation des statues antiques, qu'il serait à souhaiter que ce puissant génie eût toujours pratiqué dans ses ouvrages les leçons qu'il donne dans cet écrit. Les peintres qui font de l'antique le même usage que Raphaël, Michel-Ange et quelques autres en ont fait peuvent être comparés à Virgile, comme à Racine et à Despréaux. Ils se sont servis des poésies anciennes par rapport au temps où ils composaient, comme les peintres illustres que j'ai cités se sont servis des statues antiques. Quant à ces peintres sans verve qui ne savent faire autre chose en composant que mettre pour ainsi dire à contribution les tableaux des grands maîtres, taxant l'un à 2 têtes, imposant l'autre à un bras, et celui qui est plus riche à un groupe, brigand qui ne fréquente le Parnasse que pour y détrousser les passants. Je les compare aux couseurs de Santon CEN, les plus méprisés de tous les faiseurs de vers, qu'ils évitent de tomber entre les mains du Bariguel, et que le Bocalin établi sur le Doublemont, il pourrait les faire flétrir. Il y a bien de la différence entre emporter d'une galerie d'art du peintre, entre se rendre propre à la manière d'opérer de l'artisan qu'on vient d'admirer et remporter dans son portefeuille une partie de ses figures. Un homme sans génie n'est point capable de convertir en sa propre substance, comme le fit Raphaël, ce qu'on y remarque de grand et de singulier. Sans saisir les principes généraux, il se contente de copier ce qu'il y a dessous les yeux. Il emportera donc une des figures, mais il n'apprendra point à traiter dans le même goût une figure qui serait de son invention. L'homme de génie devine comment l'ouvrier a fait. Il le voit travailler, pour ainsi dire, en regardant son ouvrage et saisissant sa manière. C'est dans l'imagination qu'il remporte son butin. Quant aux avis des personnes intelligentes, il est vrai qu'ils peuvent empêcher les peintres et les poètes de faire des fautes, mais comme ils ne suggèrent pas les expressions ni la poésie du style, ils ne seraient suppléés au génie. Ils peuvent bien redresser l'arbre, mais non pas le rendre fécond. Ces avis ne sont bons que pour corriger les fautes et principalement pour rectifier le plan d'un ouvrage de quelque étendue, supposant que les auteurs fassent voir leur plan en esquisse, et que ceux qu'ils consultent le méditent et se le rendent présent comme s'ils avaient fait eux-mêmes. Il faut lire avec soin et presque dans le souci exclusif d'écrire, et il n'en faut pas seulement analyser tous les détails, chapitre par chapitre, mais une fois le livre achevé, le reprendre en entier, dit Quintilien. C'est ainsi que Despréaux donnait à Racine des avis qui lui furent tant de fois utiles. Que peut gagner en effet un poète qui lit un ouvrage lequel a déjà reçu sa dernière main, que d'être redressé sur quelques mots, ou tout au plus sur quelques sentiments. Supposez même qu'on pût, après une simple lecture, donner un bon avis à l'artisan sur la conformation de son ouvrage. Serait-il assez docile pour s'y rendre ? Serait-il assez patient pour refondre un ouvrage déjà terminé et dont il se tient quitte ? Les génies les plus heureux ne naissent pas de grands artisans, ils naissent seulement capables de le devenir. Ce n'est qu'à force de travail qu'ils s'élèvent au point de perfection qu'ils peuvent atteindre. Mais l'éducation développe la vigueur native, une droite culture renforce les âmes, dit Horace, mais l'impatience de nous produire nous aiguillonne. Nous voulons déjà faire un poème quand nous sommes à peine capables de bien faire des vers. Au lieu de commencer à travailler pour nous-mêmes, nous voulons travailler pour le public. Telle est principalement la destinée des jeunes poètes. Mais comme leur génie ne se connaît pas bien lui-même, comme ils n'ont pas encore un style formé qui soit propre au caractère de leur génie et convenable pour exprimer les idées de leur imagination, ils s'égarent en choisissant des sujets qui ne conviennent pas à leur talent et en imitant dans leur première production le style,
le tour et la manière de penser des autres. Par exemple, Racine composa sa première tragédie dans le goût de Corneille, quoique son talent ne fût pas pour traiter la tragédie comme Corneille l'avait traitée. Racine n'aurait pu se soutenir si, pour me servir de cette expression, il eût continué de marcher avec les brodequins de son devancier. Il est donc naturel que les jeunes poètes, qui au lieu d'imiter la nature du côté que le génie la leur montre, l'imitent du côté par lequel les autres l'ont imité, qui forcent leur talent et le veulent assujettir à tenir la même route qu'un autre tient avec succès, ne fassent d'abord que des ouvrages médiocres. Ce sont des aînés indignes ordinairement de leurs cadets. Il serait inutile cependant de vouloir engager de jeunes gens pressés par l'émulation, excités par l'activité de l'âge et entraînés par un génie impatient de s'annoncer au public, d'attendre à se produire qu'ils eussent connu l'espèce dont est leur talent, et qu'ils l'eussent perfectionné. On leur représenterait en vain qu'ils peuvent gagner beaucoup à surprendre le public, que le public aurait bien plus de vénération pour eux s'il ne les avait jamais vus des apprentis, que des chefs-d'œuvre inespérés contre lesquels l'envie n'a point eu le temps de cabaler font bien un autre progrès que des ouvrages attendus longtemps qui trouvent les rivaux sur leur garde et dont on peut définir l'auteur par un poème ou par un tableau médiocre. Rien n'est capable de retenir la fougue d'un jeune homme, séduit comme par la vanité dont l'excès seul est à blâmer dans la jeunesse. D'ailleurs, comme dit Cicéron, la prudence n'est pas de mise à cet âge. Ces ouvrages précipités demeurent, mais il est injuste de les reprocher à la mémoire des artisans illustres. Ne faut-il pas faire un apprentissage dans toutes les professions? Or, tout apprentissage consiste à faire des fautes, afin de se rendre capable de n'en plus faire. S'avisa-t-on jamais de reprocher à celui qui écrit bien en latin les barbarismes et les solécismes dont ses premiers thèmes ont été remplis certainement? Si les peintres et les poètes ont le malheur de faire leur apprentissage sous les yeux du public, il ne faut pas du moins que le public mette en ligne de compte les fautes qu'il leur a vu faire lorsqu'il est défini, appris qu'ils sont devenus de grands artisans, au lieu que les artisans sans génie, qui sont aussi propres à être les élèves du Poussin que du Titien, demeurent toute leur vie dans la route où le hasard les peut avoir engagés. Les artisans doués de génie s'aperçoivent, quand le hasard les égare, que la route qu'ils ont prise n'est point celle qui leur convient. Ils abandonnent pour en prendre une autre, ils quittent celle de leur maître pour s'en faire une nouvelle. Par maître, j'entends ici les ouvrages aussi bien que les personnes. Raphaël, mort depuis 200 ans, peut encore faire des élèves. Notre jeune artisan, doué de génie, se forme donc lui-même une pratique pour imiter la nature, et il forme cette pratique des maximes résultantes de la réflexion qu'il fait sur son travail et sur le travail des autres. Chaque jour ajoute aussi de nouvelles lumières à celles qu'il avait acquises précédemment. Il ne fait pas une élégie ni un tableau sans devenir meilleur peintre ou meilleur poète, et il surpasse enfin ceux qui peuvent avoir été plus heureux que lui en maître et en modèle. Tout est pour lui l'occasion de quelques réflexions utiles, et dans le milieu d'une plaine, il étudie avec autant de profit que s'il était dans son cabinet. Enfin, son mérite parvenu, où il peut atteindre, se soutient toujours jusqu'à ce que la vieillesse affaiblissant les organes, sa main tremblante se refuse à l'imagination encore vigoureuse. Le génie est dans les hommes ce qui vieillit le dernier. Les vieillards les plus caducs se raniment, ils redeviennent de jeunes gens dès qu'il s'agit des choses qui sont du ressort de la profession dont la nature leur avait donné le génie. Faites parler de guerre cet officier décrépit, il s'échauffe comme par inspiration, on dirait qu'il s'est assis sur le trépied, il s'énonce comme un homme de 40 ans, et il trouve les choses et les expressions avec la facilité que donne, pour penser et pour parler, un sang pétillant d'esprit. Plusieurs témoins oculaires m'ont raconté que le Poussin avait été jusqu'à la fin de sa vie un jeune peintre du côté de l'imagination. Son mérite avait survécu à la dextérité de sa main, et il l'inventait encore quand il n'avait plus les talents nécessaires à l'exécution de ses inventions. À cet égard, il n'en est pas tout à fait des poètes comme des peintres. Le plan d'un long ouvrage dont la disposition, pour être bonne, veut être faite dans la tête de l'inventeur, ne peut être produite sans le secours de la mémoire. Ainsi, ce plan doit se sentir de l'affaiblissement de cette faculté, suite trop ordinaire de la vieillesse. La mémoire des vieillards est infidèle pour des choses pareilles.
Voilà d'où viennent les défauts qui sont dans le plan des dernières tragédies du Grand Corneille. Les événements y sont mal amenés et souvent les personnages s'y trouvent dans des situations où ils n'ont naturellement rien de bon et de naturel à dire. Mais on y reconnaît de temps en temps à la poésie du style, l'élévation et même la fertilité du génie de Corneille.